Bon, on va demander au ministre de la Justice. C'est CO. Mesdames et messieurs, bonjour. Certains voudraient certainement que je parle dans une langue nationale. Je pourrais le faire, mais certains ne comprendraient pas. Je vais mélanger les deux autant que possible. Je voudrais vous donner les salutations du président de la transition, de tous ses compagnons d'armes, de tous les Maliennes et Maliens, de tout le gouvernement, de tout le Conseil national de transition, de son chef, en un mot, de notre peuple dans toutes ses composantes. La mission de travail et d'amitié que nous effectuons au Burkina Faso aujourd'hui est très significative à plus d'un titre. Ce n'est pas une mission comme les autres. Je sais que votre communauté ici est composée de beaucoup de Maliens qui vivent au Burkina Faso, d'autres qui font les allers-retours, de nos grands fonctionnaires internationaux qui sont à la CEDEAO et à l'UEMOA, qui, malgré les malentendus présents, font de leur mieux. J'ai toujours dit au Mali que notre pays a vocation à unir les Africains, à être ensemble. Et vous savez que dans notre constitution, certainement c'est le seul pays qui a écrit, quels que soient les régimes politiques, que nous pouvons laisser tout ou partie de notre souveraineté pour la cause de l'unité africaine. Et c'est pour cela que malgré les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines qui avaient été prises contre notre pays, malgré la douleur que les Maliens sentaient, nous avons toujours appelé à l'apaisement, en disant que ce qui se passe entre nous, c'est comme une brouille passagère entre les frères d'une même famille, les enfants d'une même famille. Il est vrai que beaucoup de Maliens, à juste titre, demandent qu'est-ce que nous faisons dans ces organisations. Nous dirigeons le pays, nous avons l'obligation d'apaiser tout le monde, d'expliquer que notre vocation, ce n'est pas de diviser, mais d'unir les Maliens et les Africains. Donc si à un moment donné, certains Africains, pour telle ou telle raison, que nous avons condamné à son temps, prennent un avis qui n'est pas favorable aux Maliens, il faut qu'on prenne cela comme une brouille entre des frères d'une même famille. Vous savez, la patience, la vérité et le temps ne seront jamais vaincus. Et je suis certain, et d'ailleurs on le voit, que les peuples africains veulent être ensemble, veulent se comprendre. Il y a des difficultés au niveau des élites. Lorsque l'embargo a été imposé à notre pays, vous savez qu'à la frontière terrestre du Burkina et du Mali, les peuples ont dégagé les frontières. Il y a un peu d'embargo, ça veut dire que les peuples sont en avance sur les élites dirigeantes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des dirigeants qui pensent qu'il faut aussi que par le sommet, cette unité se fasse. Du moment que les peuples sont déjà prêts à cela, nous voyons quand il y a eu l'embargo contre le Mali, beaucoup de peuples africains se sont levés pour marcher 1600, 1000, 1500, 1300 km pour quitter les pays frontaliers du Mali et venir soutenir les Maliens. Nous avons eu des panafricanistes qui ont fait 1600 km de Dakar à Bamako. Toutes sortes d'Africains, tous les Africains, pour venir soutenir leurs frères au Mali. Et donc quand nos dirigeants aujourd'hui pensent qu'il est temps de donner suite à cette unité, les présidents du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, nous devons faire ce qui dépend de nous. Pourquoi? Parce que par le passé, il y a eu ces tentatives d'être ensemble. Pourquoi ça a échoué?
Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est sur toutes ces questions que nous sommes en train de réfléchir. Au Burkina Faso, le Premier ministre nous a informé qu'il a installé même une structure chargée de réfléchir sur la question. Au Mali, bientôt, nous aurons une grande commission mixte, Burkina Faso, Mali. Avant ça, il y aura une réunion des ministres des Finances des 3 pays pour réfléchir sur ce qu'il faut faire. Il y a bien sûr des gens qui sont contre, ça c'est normal, qui ont des réserves, il faut les écouter aussi, c'est des citoyens de ces pays. Pour quelles raisons? Les tentatives passées, pour quelles raisons elles avaient échoué? Nous devons intégrer tout cela pour faire ce qui dépend de nous. À chaque génération, sa mission. Peut-être la génération d'aujourd'hui, sa mission, c'est de faire un pas qualitatif vers cette intégration africaine. Maintenant, le Mali et le Burkina aujourd'hui ont décidé de se donner la main pour prendre le devant. Depuis la visite historique du président du Burkina Faso, le capitaine Traoré au Mali, à son frère et ami, le président, le chef de l'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, suivi d'une visite d'amitié du Premier ministre du Burkina Faso au Mali, suivi à son tour d'une rencontre tripartite des 3 ministres des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est une nouvelle impulsion que nous devons donner à cela. Et c'est pour cela que le président a estimé qu'il faut une très forte délégation du Mali qui vienne ici pour coïncider avec ce grand festival qui se tient certes à Ouagadougou, mais c'est un festival africain et mondial, le FESPACO, où le Mali a été choisi comme invité d'honneur cette année. Donc nous faisons d'une pierre, pour ainsi dire, 3 coups. Nous venons au festival, nous voulons renforcer les relations du Mali et du Burkina Faso et nous tenir résolument vers l'intégration africaine, qui est le souci de tous les Africains. Mais aussi nous sommes venus présenter les condoléances à nos frères burkinabés avec le drame que vous avez entendu il y a quelques jours et leur dire qu'aucune force étrangère, comme ils sont en train de le faire, je crois que les Burkinabés ont compris, ne viendra libérer le pays à leur place. Tout ce qu'ils vivent aujourd'hui, le Mali l'a vécu en 2018, 2019, 2020. C'est-à-dire des soldats qui sont tués en masse, des villages rasés, des conflits intercommunautaires. Aujourd'hui, c'est vrai, le terrorisme n'est pas fini au Mali. Mais on ne peut plus attaquer un camp pendant des heures sans soutien. Vous vous rappelez de l'attaque du camp d'Endeliman? C'est un camp qui a été financé par la MINUSMA, construit par Barkhane. Est-ce que vous pouvez imaginer un camp qu'on construit dans le désert et il n'y a pas à boire? Le premier besoin de l'homme dans le désert, c'est la boisson. On peut faire des jours où on ne mange pas, mais si vous faites une journée dans le désert sans boire, vous mourrez. Donc les soldats sont obligés d'aller chercher de l'eau dans les puits des hameaux. Et les terroristes les suivent, ils connaissent leur programme. Un jour, ils tombent sur eux, ils les tuent tous. Ils viennent avec des bonbonnes d'explosifs dans le camp. Et le combat dure 7 heures de temps. Les soldats maliens ne peuvent pas apporter le soutien à leurs camarades. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens de transport. C'est un exemple que je vous donne. Donc on a assisté au fait qu'on a rasé des camps entiers, des villages entiers, des femmes enceintes, des enfants brûlés vifs, 100, 120, 140, 50, 60. Plus les conflits intercommunautaires. Vous savez, 2017-2018, ils tuaient les chefs traditionnels, les marabouts Peuls. Et ils disparaissent pour terroriser les Peuls. On amène souvent des gens qui parlent Peul d'ailleurs. Ils viennent brûler les hameaux d'Ogon, ils font semblant de se réfugier chez les Peuls pour provoquer les conflits communautaires. Effectivement, souvent ça a marché, mais les Maliens sont en train de prendre conscience. Et aujourd'hui, depuis la rectification de la transition, nous avons compris
le président de la transition en tête et ses compagnons d'armes que le premier besoin du Mali, c'est la sécurité. Sans sécurité, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne prie pas, on ne dort pas, on ne fait rien, a fortiori aller à des élections. Mais certains voudraient nous faire croire, comme si on a un coefficient intellectuel en dessous de la moyenne, qu'on peut mourir en votant. On peut avoir faim à aller voter. On peut aller choisir un dirigeant parce que vous êtes tellement pauvre et malade qu'on vous a donné juste à manger, vous partez voter pour lui sans savoir ce qu'il a dans la tête. Nous avons dit non au Mali. Nous avons très bien compris que le premier besoin des Maliens, c'est d'être sécurisé. Et le peuple malien a décidé de donner à son gouvernement les moyens et à son armée pour cela. On nous a fait un embargo en nous donnant 15 jours pour disparaître, en oubliant que depuis 30 ans, nous organisons des élections. Pourtant, il y a eu plusieurs coups d'État. Depuis 30 ans, les Africains organisent des élections. En Afghanistan, pendant 20 ans, il y a eu des élections. Un jour, la communauté internationale a dit qu'elle en a assez, elle est partie. Certains voudraient qu'on attende la même chose. Au Mali, les Maliens et les dirigeants et les chefs militaires ont dit non. Nous voulons d'abord sécuriser notre population. Et Dieu merci, aujourd'hui, je touche du bois, les tueries en masse dans nos camps militaires, dans nos villages, c'est un triste souvenir du Mali. Aujourd'hui, nous ne demandons la permission à personne pour aller dans un territoire, dans une partie de notre territoire. Vous savez qu'à un moment donné, quand on dit qu'il y a des terroristes vers Tassiga et autres, quand l'armée veut aller contrôler, on leur dit non. C'est le lieu d'entraînement nocturne d'une organisation militaire internationale. Vous ne pouvez pas aller. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Nous avons nos avions de transport, nous avons nos avions militaires, nous avons nos drones, et nous pouvons contrôler tout le territoire national sans demander la permission à qui que ce soit. Et celui qui veut nous obliger à demander la permission, on lui montre la porte, il peut aller nous laisser en paix. J'étais à Gao récemment. La sortie que les populations de la région de Gao, d'Ansongo, de Bourem, d'El Mousrat, les cercles ont fait, c'est du jamais vu dans leur histoire. Mais toutes les communautés étaient là. Les Sonraï, les Peuls, les Bambara, les Tamashek, toutes ethnies confondues, les Arabes. Je leur ai dit qu'ils n'ont pas de problème en réalité. Les populations n'ont pas de problème entre elles. Les Arabes ont fait la fête, les Tamashek ont fait la fête, les Sonraï, les Bamana, les Peuls. J'ai ramassé plus d'un demi-troupeau là-bas de vaches, comme des cadeaux, des chameaux, des chevaux. On a tout donné, bien sûr, à nos braves soldats, les malades aussi. Mais cela a montré qu'il n'y a pas de problème chez les populations africaines. Tous les problèmes dans ces régions viennent de l'extérieur ou de Bamako. Il y en a qui mettent le feu, après ils veulent faire semblant de venir éteindre l'incendie. Les populations n'ont aucun problème. Ça, c'est un exemple seulement que je donne. Ou bien quand je regardais dans la salle, certainement étaient en train de me regarder quand je regardais la salle. Vous avez la communauté malienne ici. Tout le monde est là, tout le monde est représenté dans cette salle-là. On dirait qu'on est dans un meeting à Bamako. Ça veut dire que les Maliens n'ont pas de problème. Il suffit pour leurs dirigeants de suivre et de savoir ce que leur peuple pense et se donner les moyens de défendre cette population qui est victime aujourd'hui de cette agression. Maintenant, la stratégie des terroristes, nous avons détruit toutes leurs bases, tous les sanctuaires. Maintenant, ils font des petits groupes pour tendre des embuscades. Mais au Burkina Faso, ils continuent à faire ce qu'ils faisaient au Mali en 2018, 2019, 2020. Et c'est pour cela que nous sommes venus présenter au nom du président de la transition, du gouvernement, de tous les chefs militaires, nos condoléances au peuple burkinabé pour le dernier drame. Et leur dire que nous sommes ensemble. Nous allons nous mettre ensemble pour bouter le terrorisme hors de nos frontières.
Mais nous sommes conscients aussi que tant qu'il y a les terroristes dans un pays africain, du Sahel, il ne sera pas vaincu. Donc nous sommes résolument retournés vers l'avenir du Sahel. Mais pour cela, il faut mettre d'abord de l'ordre chez soi. C'est pourquoi nous nous sommes occupés et nous continuerons à nous occuper du Mali d'abord. Le Mali, le Burkina, la Guinée ont choisi une voie aujourd'hui que vous devez travailler à renforcer. Nous sommes venus aussi ici pour vous dire deux mots sur ce que nous sommes en train de faire. Effectivement, j'ai écouté les préoccupations des Maliens. On donnera bientôt la parole aux Maliens, au ministre des Maliens établis à l'extérieur. Quelqu'un a dit les Maliens de l'extérieur, il dit les Maliens établis. Parce que vous savez, il y a un peu de tout. Établis, ce n'est pas pour hasard qu'on l'a mis. Les Maliens établis à l'extérieur pour répondre à vos préoccupations. Mais pour l'essentiel, vous verrez le gouvernement, dans son programme d'action, a fixé comme axe numéro 1 la sécurité, exactement comme vous le demandez. Parce que nous sommes convaincus qu'un gouvernement qui ne peut pas sécuriser sa population, il ne peut pas être légitime, quelle que soit la façon dont il vient. Après la sécurité physique, il faut la sécurité alimentaire. Il faut que les citoyens mangent. La stratégie des terroristes aujourd'hui, c'est de chasser les gens des villages par petits groupes pour qu'ils viennent grossir les villes et créer un soulèvement. C'est ça leur stratégie. Nos chefs militaires sont en train de s'adapter à leur méthode de combat. Parce que nous devons sécuriser la population. Après la sécurité alimentaire, il faut bien entendu la sécurité éducative. Il faut être en bonne santé. Si vous êtes sécurisé, vous mangez bien. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas là. Et enfin, disons pas enfin, il faut la sécurité, pouvoir être instruit et comprendre. La démocratie ne s'impose pas par le sommet. Quand les peuples comprendront ce qui se passe, les dirigeants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous savez, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, m'a dit l'autre jour, un jour viendra où même quand on demandera à quelqu'un d'être responsable, il va réfléchir par deux fois. Parce que les peuples n'acceptera plus que quelqu'un vienne s'asseoir parce qu'il est responsable, il fait ce qu'il veut. Il va lui demander des comptes tous les jours. Donc, il faut d'abord sécuriser les citoyens physiquement, sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif et bien entendu la justice. Là aussi, le président dit au Conseil des ministres, les ministres sont là, il nous dit tant qu'il n'y a pas de justice dans le pays, quel que soit ce qu'on va faire, tant qu'il y a l'injustice, les citoyens ne seront pas en sécurité. Le pays ne sera pas stable. C'est pour vous dire que le gouvernement actuel, le président actuel, toutes les autorités de la transition ont exactement les mêmes soucis que vous. Et ce n'est pas par hasard que les Maliens, dans leur grande majorité, et là il faut rendre un hommage particulier aux Maliens de la diaspora, parmi lesquels vous êtes, ont fait leur choix. C'est de soutenir cette équipe. Parce que les Maliens ont compris que leur bonheur, c'est dans les mains de cette équipe. Pour l'instant, une autre équipe viendra à la fin de la transition pour continuer le travail. Mais nous voulons rendre irréversibles certaines demandes fortes de la population. Ces demandes, après la sécurité, il faut des réformes politiques pour imposer cette situation. Ces réformes sont en cours, je n'ai pas envie de revenir sur ça. Et bien sûr, une fois que tout cela est établi ou parallèlement, il faut une bonne gouvernance et assurer la stabilité. Quand il y a l'instabilité, les militaires ne peuvent pas défendre le pays. Lorsqu'il y a des grèves, des mouvements, des citoyens se tuent dans les villes, les militaires n'ont pas l'esprit tranquille pour les défendre. Donc nous devons avoir la stabilité dans notre pays pour que nos militaires puissent combattre pour sécuriser les citoyens. Donc voici les objectifs du gouvernement actuel. C'est exactement ce qu'il fait. Et le soutien des Maliens de l'extérieur ne dépend pas de leur nombre. Ça dépend de leur qualité. Et la qualité, vous en avez. Chacun des Maliens de l'extérieur ici, il peut mobiliser des milliers de personnes au Mali. Lui seul. Et lorsque la diaspora est sérieusement engagée à soutenir le gouvernement, ça le renforce aux yeux des Maliens et des Maliens. Donc c'est pour vous dire que nous avons exactement les mêmes préoccupations que vous. Rien
ne justifie aujourd'hui la présence de l'actuel gouvernement si ce n'est pas donner suite aux aspirations profondes du Mali. L'aspiration profonde, c'est résoudre ces problèmes concrets au jour le jour. Pour qu'à la fin de la transition, je l'ai répété plusieurs fois, à Bamako et ici, tout Malien qu'on demande ou qui se demande lui-même puisse en âme et conscience se dire, ces hommes et ces femmes à la tête de la transition, ils ont fait de leur mieux pour notre pays. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le Mali était à terre. Notre objectif, c'est de faire en sorte que notre pays soit guéri, qu'il marche bien, qu'il soit fier de lui, qu'il court dans le peloton de tête des pays africains. Et en ce moment, tous les Maliens vont être fiers. Et c'est pour cela que l'autre jour, quand on a fait le défilé militaire, j'ai dit au président et au ministre de la Défense, le 14 janvier, c'est le jour de la souveraineté retrouvée, c'est vrai. Mais en réalité, l'armée a restitué au peuple malien la confiance. Quand vous avez confiance en vous-même, rien n'est impossible. Les Maliens avaient perdu confiance en eux-mêmes. On nous a fait comprendre que sans l'extérieur, on ne peut rien faire. On nous a coupé toutes les aides. Pendant ce temps, on s'est assis avec notre peuple, on a décidé de nous sécuriser d'abord. Et tous les moyens que nous avions, nous avons de façon rationnelle affecté à notre armée ce qu'il faut pour parvenir au résultat dont je vous parle aujourd'hui. Le processus électoral, il va suivre son cours. Vous suivez, je ne reviendrai pas sur toutes les réformes qui sont annoncées tous les jours. Ça va finir par ça. Nous sommes des hommes raisonnables. Une transition ne peut pas durer éternellement. Mais on ne peut pas la bâcler parce que quelqu'un demande à Bamako qu'il faut faire des élections alors que lui-même, il ne peut pas aller chez lui. Tous ceux qui demandent d'aller aux élections tout de suite, il n'y a aucun d'entre eux qui peut aller dans son village et faire des élections. Il le dit uniquement parce qu'il y a quelques diplomates qui le disent. Comme si, dans un pays, on commence par des élections. J'ai fini par ce qu'un ambassadeur m'a dit récemment, que j'ai reçu le matin de mon arrivée ici. Il me décrivait la situation dans leur pays. Qu'ils étaient 40 millions, ils le sont. Ils avaient faim. Leur sécurité, bien sûr, globalement était assurée par l'extérieur. Ils se sont dit, la priorité pour nous, c'est de résoudre la question alimentaire. Et le gouvernement s'est donné 5 ans pour que plus personne n'ait faim dans leur pays. Quand ils ont fini, ils se sont attaqués au développement technologique. Ils sont les premiers dans le monde, dans les secteurs qu'ils ont choisis. Et puis il me dit, comme par hasard, il dit, ça me paraît paradoxal, mais c'est un militaire qui était à la tête du pays, il n'a pas été élu. Quand il a fini, je lui ai dit, Excellence, ce n'est pas un paradoxe. Vous ne pouvez pas me montrer un seul pays dans le monde qui a atteint le niveau de développement où il est parce qu'il fait seulement la démocratie. Quand vous avez résolu vos problèmes de nourriture, enseignement, les populations ont compris. Elles ont imposé la démocratie. La démocratie, ce n'est pas quelqu'un qui donne. Un peuple qui est sécurisé, qui mange bien, bien nourri, en bonne santé, bien éduqué, il va imposer la démocratie. Quand un individu vient, il fait son temps, il part, il reste autant de fois qu'il veut, ou bien quand il part, on dit qu'il y a alternance parce qu'il a désigné quelqu'un. Quand vous désignez quelqu'un, ça c'est de la rotation, ce n'est pas de l'alternance, parce que ce n'est pas le peuple qui a choisi. Donc, on veut nous faire comprendre qu'avec l'alternance, avec ce qu'ils appellent la rotation, on peut développer l'Afrique. L'Afrique doit se sécuriser, se nourrir, se soigner, faire de la bonne éducation et les dirigeants seront obligés de suivre le processus démocratique parce que c'est le peuple qui l'impose, ce n'est pas un homme qui a décidé d'en haut qu'il y aura la démocratie, il partira quand il veut. C'est ça la logique du gouvernement malien. J'ai dit donc à cet ambassadeur qu'il n'y a pas de paradoxe. C'est paradoxe parce qu'on vous a mis dans la tête, vous nous le dites, mais chez vous, vous ne l'avez pas appliqué. Vous avez donné à manger à votre population, vous l'avez éduqué, vous l'avez instruit. Chez eux, le coefficient le plus élevé dans les matières, c'est la morale. Vous avez donné une nouvelle éducation, vous avez donné tout ce qu'il faut pour que vos citoyens comprennent. C'est ce qu'on est en train de faire avec le Malikoura.
Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le maximum de Maliens comprennent ce qu'il faut, quel dirigeant il veut, pour quelles raisons et pour faire quoi. Voilà ce que je voulais vous dire avant de passer la parole au ministre des Maliens établis à l'extérieur et vous dire que nous sommes exclusivement à votre service. Le gouvernement est au service de la population, ce n'est pas l'inverse. C'est le gouvernement qui est là parce que vous êtes là. Si la population n'est pas là, il n'y a pas de gouvernement. Souvent d'ailleurs, le gouvernement n'est pas là, mais la population reste. Dans les régions du Nord, en 2012, tout le monde est parti. Les maires, les élus, les représentants de l'État. Mais qui est resté? C'est les imams, les chefs de village, les populations. Donc le gouvernement, s'il veut aller loin, s'il veut comprendre, il doit être exclusivement au service des citoyens. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Monsieur le ministre des Maliens établi à l'extérieur, vous pouvez ajouter quelque chose avant qu'on ne passe la parole à la salle pour ceux qui voudraient bien intervenir. Merci.